Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24 qui reçoit Teddy Kaberuka, économiste du Rwanda, pays qui souhaite atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2020. Nous allons donc en discuter avec vous. Soyez le bienvenu. Merci. Vous avez devant vous une question. Pouvez-vous la lire à voix haute, s'il vous plaît? Voilà, la question est celle-ci. Comment doit être articulé le développement économique du Rwanda pour atteindre cet objectif? C'est une question controversée, surtout à ce moment où l'économie du Rwanda est en synergie avec l'économie globale, où chaque pays se débat pour se positionner économiquement. Ici, je fais rappel aux enjeux de développement économique, surtout des pays en voie de développement, où tout le monde veut exporter pour acquérir des devises. Il y a ce combat, il y a cette compétition interne, mais aussi du côté des consommateurs, où surtout les pays africains exportent. C'est un marché qui n'est pas vraiment contrôlé par les Africains. Alors ça c'est un enjeu majeur. On a vu le prix des produits d'exportation qui ont baissé le prix depuis 2-3 ans dernièrement. Ou par exemple, au niveau des mines, les minerais, les produits agricoles, le thé, le café, qui est principalement les produits d'exportation du Rwanda. Donc à ce point, le Rwanda, étant comme une économie en croissance, a vraiment souffert. Encore plus les fermiers qui cultivent le café et le thé, ils ont vraiment souffert. Je dirais encore de plus, les gens qui ont investi dans le secteur minier, ils ont vraiment souffert. Et là, c'est un enjeu majeur de l'économie d'un pays émergent qui veut prendre le modèle d'exportation. La dynamique qui consiste à investir dans, par exemple, les nouvelles technologies d'information et de communication, vous pensez que ça pourrait être l'une des clés pour sortir de cette spirale? Ça, c'est une solution, mais aussi... malheureusement, ce n'est pas la plupart des pays qui pensent dans cette direction, mais accroître la production pour la consommation domestique, c'est une solution sans risque. Donc si le pays pouvait au moins satisfaire le marché domestique, et on a recours aux importations, on réduit l'effectif des importations parce qu'on a toujours tendance à chercher les devises pour importer. Alors que si tu produis localement, tu es capable de satisfaire ton marché local. Prenons une initiative, par exemple, du gouvernement, oui, qui va bientôt être mise en application, oui, taxer les produits de seconde main, vous savez, les vêtements, mais également les chaussures, à hauteur parfois de plus de 10% même pour les chaussures. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui va permettre réellement de dynamiser, par exemple, l'économie locale en la matière? En fait, la stratégie qui est derrière cette décision, c'est qu'il faut qu'il y ait des investissements dans les secteurs textiles, dans les secteurs des chaussures, des peaux, pour que la production interne augmente. Et là, on a moins recours aux devises, mais encore plus, le peu de devises qu'on a, on les investit dans l'investissement de la production, pas pour la consommation des articles de consommation quotidienne. Mais il faudrait encore que cette production locale soit accessible à la population. Absolument. Donc c'est là où le dynamisme de la technologie nouvelle doit être fait, mais aussi encore plus l'innovation. Parce que si on a vu les pays qui ont émergé depuis, disons, 50 ans, aujourd'hui, il y a la technologie de pointe, où la production n'est plus celle de l'industrie il y a 50 ans. Il y a l'industrie de pointe où on utilise moins de ressources, où on utilise plus la machine, l'intelligence plus. Donc, c'était aussi discuté à Davos, quand on disait l'industrialisation 4.0. Ça veut dire que c'est la machine qui est derrière la production. Un autre aspect qu'il faut signaler, c'est qu'on a vu dans les 10 dernières années, on a vu une croissance économique qui a un chiffre qui n'est plus très souvent remarqué ces derniers temps, même dans les pays développés, à une moyenne de 7,3, 7,4. C'est vraiment c'est une bonne croissance économique. Le reste, c'est est-ce qu'on peut avoir une croissance économique sur une durée de 10 ans, 20 ans. Et si on parvient à maintenir cette croissance... de 7% pendant 20 ans, vous pensez que c'est possible?
Voilà, c'est ça la question, parce qu'il y a des forces extérieures sur du marché. Par exemple, le marché international, c'est un défi majeur. On va passer à la question suivante. D'accord. Voilà, la deuxième question, c'est quelles sont les mesures phares des autorités rwandaises pour transformer l'économie? On sait par exemple que maintenant, créer une entreprise au Rwanda prend 6 heures, selon les informations officielles. Une des stratégies, c'est comment attirer les investissements étrangers. Parce que, vu l'économie, vu la structure, vu le dynamisme du capital, le Rwanda n'a pas assez de capital pour investir dans la production. Or, s'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de production. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de création d'emplois. S'il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas d'épargne. Mais ces investissements directs étrangers, ils ont augmenté de 78% en 2015. Donc oui, c'est ce que nous voulons parce que l'équation, c'est qu'il faut augmenter le capital qui est investi, qui crée les emplois qui créent des revenus, les revenus qui créent l'épargne. Et par conséquent, les gens vont commencer à avoir l'épargne pour investir dans leurs projets. Donc, pour moi, l'équation est équilibrée. Si on peut avoir l'investissement étranger, à la longue, on peut avoir une économie stable. Est-ce que vous percevez la croissance d'un investissement local? C'est encore au stade embryonnaire, hein, parce que, absolument, quand tu vois par exemple le taux d'embauche et le niveau des revenus de la population, c'est encore très bas. Pourquoi? Parce que l'investissement est bas. Donc, à l'immédiat, c'est encore au stade embryonnaire où on voit des petites affaires qui montent de gauche à droite, mais aussi un autre dynamisme du pays en voie de développement qu'il faut toujours signaler, que la plupart des économies ont été submergées par les secteurs informels, où il faut ce shift, il faut qu'on change de l'informel au formel. C'est aussi le cas au Rwanda, même si on en parle très peu. Non, mais c'est un cas évident. C'est pas seulement au Rwanda, c'est partout en Afrique. On a un secteur informel, un secteur qui n'est pas enregistré, et encore plus un autre secteur qui n'est ni formel ni informel, mais non enregistré, comme le travail de la femme, par exemple. De la femme agriculteur ou au ménage. C'est pas enregistré dans n'importe quelle économie. Et voilà. Donc, si tout ça tous ces facteurs doivent être collectés et quantifiés, on peut avoir une croissance économique. Et comment pensez-vous qu'au Rwanda, on puisse parvenir à convaincre les personnes qui œuvrent dans le secteur informel de se tourner vers le formel? Voilà. Il y a le rôle de l'État. L'État qui doit mettre en place les mécanismes pour permettre aux gens qui sont dans l'informel changer de l'informel au formel sans toutefois sentir la charge de ce changement. Parce que le danger, c'est que la plupart des pays ou la plupart des gens qui sont dans l'informel, ils ont peur de la taxation, ils ont peur d'être enregistrés en tant que tel, sans même voir quels sont les avantages d'être enregistrés. Voilà, donc il y a cette sensibilisation, mais aussi il y a ce mécanisme, parce que non seulement c'est facile d'enregistrer une affaire au Rwanda, mais aussi c'est très facile de former une coopérative en 5-6 personnes. Le même jour ou 2 jours après, vous avez tous les papiers en place. Vous pouvez avoir un crédit à la banque, vous pouvez avoir un autre financement parce que le mécanisme est mis en place. Est-ce que vous avez le sentiment, en regardant les projections qui ont été faites ces 10 dernières années, que les promesses qui ont été faites par l'État ont été tenues? Je vais vous prendre un exemple. On sait que le taux d'électrification du Rwanda est d'à peu près 18%. Ouais. L'État prévoit d'atteindre 100% d'ici 2018, c'est-à-dire dans 2 ans. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça, par exemple, c'est réalisable? Il faut dire que ces projections sont vraiment ambitieuses, mais autant avoir une projection ambitieuse et travailler pour l'atteindre que ne pas avoir une ambition. Voilà, c'est ça le dynamisme du développement. Quand tu veux rester pauvre, tu mourras pauvre. Mais si tu veux développer, il faut placer la balle haut, il faut travailler pour ça. Ce que j'ai remarqué, et ça c'est une équivoque, quand tu vois par exemple le nombre de ménages qui ont été électrifiés dans les 3 dernières années, par rapport à ce qu'on peut penser être réaliste, ça n'a pas de rapport. C'est au-delà, loin de ce qu'on pouvait réaliser, mais il a été réalisé. On va terminer avec la question de Joker à présent. Ouais. On a un peu évoqué, durant cette interview,
l'impact de la baisse des prix miniers. Ouais. Quel a été véritablement cet impact? Parce que certains considèrent que l'impact a été volontairement occulté. C'est un tiers des exportations du pays. Oui, mais alors que le volume était le même, n'oublie pas que du côté de la production, tous les coûts de production n'ont pas baissé. Donc il y a eu une diminution de gains, mais aussi en plus, c'est le paysan qui travaille dans les mines qui souffre. Parce que les mêmes industries qui ne parviennent pas à faire face à ces dépenses, ils vont réduire les effectifs. Donc ça se fait sentir dans les gens qui sont dans le secteur, mais encore plus, je regarde du côté financier. Si par exemple un entrepreneur a contracté un prêt auprès d'une banque, absolument, ils ont eu du mal à payer leurs obligations financières, quoi. Vous pensez qu'il y a eu une réaction automatique visant à rééquilibrer les choses? Est-ce que c'était possible de le faire? C'est difficile dans le sens que, premièrement, le pays exportateur des minerais n'était pas préparé à ça. Ça, c'est premièrement. Il n'y a pas eu d'anticipation de ce type de crise. Voilà, nous voyons par exemple même sur le marché international la baisse du prix du pétrole. Donc, les producteurs de pétrole, ils souffrent. Mais encore plus. Tous les pays qui exportent les minéraux, ils exportent les minéraux à l'état primaire. Donc, à long terme, je crois qu'en tant qu'analyste, je peux dire qu'il faut que les pays cessent d'exporter les produits de matières premières. Il faut qu'ils donnent de la valeur ajoutée, il faut qu'ils transforment pour exporter le produit fini. La transformation locale. Merci à vous, Teddy Kaberuka, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci bien. Merci à vous également, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.